Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Orange Grenadine, le podcast où l'on parle entrepreneuriat, carrière et IT. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sébastien Drouin, principal consultant chez Pure Storage, fondateur du 15 DSI et membre exécutif du HEC Montréal en Europe. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Je vais très bien, Fabien. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Écoute, je suis enchanté de te recevoir. Je connais ton parcours, il m'intéresse énormément et je pense qu'il intéressera également nos éditeurs. Tu peux nous raconter brièvement ton parcours en quelques mots? On va faire une petite short description et après on reviendra sur les points. On va faire une short description. La particularité, c'est que j'ai commencé à travailler en 91. J'étais un peu jeune. Ouais, j'avais 8 ans. On est d'accord. Non, 10 ans. Et après, en 98, je suis venu en France. Et tous les 3 ans, en général, je change de métier ou de crèmerie. Donc, on ne va pas faire toutes les crèmeries. Donc, c'est important de comprendre. Je suis diplômé d'HEC à Montréal. J'ai travaillé pendant 10 ans au Canada. Après, je suis venu en France. Après, j'ai fait une excursion en Australie. Après, je suis revenu en France parce que j'adore la France, j'adore l'Europe. J'ai changé d'industrie. J'ai fait de la banque, j'ai fait de la pharma, j'ai fait du répartiteur pharmaceutique. Et là, aujourd'hui, tu vois, je suis basculé chez un éditeur américain qui s'appelle Pure Storage, pour lequel j'avais été l'un des premiers clients il y a 10 ans. Donc, c'est un parcours un peu dense. C'est pour ça qu'on c'est la partie briève que j'ai fait et on n'a pas fait le détail. Je dis souvent, allez voir mon LinkedIn, il est à jour. Ça explique mon parcours. Je sais que tu as un parcours très changeant, effectivement, tu l'as expliqué. La France, l'Australie, etc. Et comme tu dis, tu es diplômé de HEC Montréal. Qu'est-ce qui fait que de HEC Montréal, qui est une école de commerce finalement, tu bifurques sur l'IT? En fin de compte, ce qui est arrivé dans les années 90, je travaillais à la Banque Royale du Canada, la plus grosse banque du Canada, et je voyais que l'informatique, on l'avait à la maison et à la banque. Donc, j'ai tout de suite vu que l'informatique allait transformer notre vie du quotidien de professionnel. Et donc, j'ai commencé une licence en même temps que le diplôme d'HEC en informatique. D'où le parcours, du coup. D'où le parcours. Et là, honnêtement, c'est à ce moment-là, je me suis dit, il va y avoir un gap, pardon, du terme anglais, entre le métier et l'informatique. Et donc, c'est pour ça que j'ai basculé. Et il y a une particularité en France, dans les années 90, il manquait d'informaticiens, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il en manque 50 000. Mais à ce moment-là, il y a eu une passerelle qui a été faite entre le Québec et la France. D'accord. Bon, moi, j'ai signé mon contrat le jeudi. Le lundi, j'étais dans une société de services à Paris. Et après, j'étais à la Société Générale la semaine d'après. D'accord. Donc, il y a eu ce déploiement de Québécois qui sont venus. Et là, j'ai vraiment vu à la Société Générale, en l'occurrence, l'importance du métier et l'importance de l'informatique. Ça a été la base de mon début de ma carrière, qui a commencé du helpdesk à manager d'LPDS, à manager de l'infrastructure, à manager de développeur, et ainsi de suite. Ok. Très bonne transition pour moi. Du coup, tu parles de ta transition vers le management. On a encore évoqué, du coup, cette carrière internationale, France, Australie, Canada. Est-ce que cette particularité d'avoir vu différentes cultures, d'être manager à l'international, comment ça t'a aidé dans ton rôle de manager, justement? Donc, souvent, je dis je manage depuis 1994. Ma première équipe, c'est en 1994, le plateau de paye de la Banque Royale. Et ce qui est assez rigolo, j'aime pas revenir faire référence à l'école, parce que c'était il y a 30 ans, mais malgré tout, HEC, pour moi, m'avait donné une première fondation. Et au Québec, ça c'est la particularité du Québec, voire de l'Amérique, ben c'est ça, j'avais 22 ans. J'étais manager d'une équipe, tout le monde était plus vieux que moi. Aucun souci à mettre une personne qui, pour eux, avait les outils, les compétences possiblement, pour manager. Et là, au Québec, pour moi, c'était le début où j'ai vu ce côté nord-américain, donc là, vraiment plutôt anglo-saxon, et pas peur de faire des erreurs. Reste pas dans ce qu'on t'a demandé dans ta fiche de poste. Donc, c'était vraiment ce côté-là qui était très intéressant. Et on avait aussi une influence latine, français, qui venait. Et ça a été pour moi la base de mon management, qu'après, évidemment, j'espère améliorer à travers les expériences. Mais après, j'ai été confronté à des cultures. Et encore aujourd'hui, c'est ça qui est fou, c'est 30 ans plus tard. Quand j'étais en Australie, c'était pas la même chose. La hiérarchie était très importante. Quand je suis dans des pays latins, mais c'est une autre approche. Et c'est là que, à chaque fois, j'essaie de comprendre la culture et de m'accaparer le meilleur de cette culture-là. D'accord. Et ça, donc, je ne pourrais pas dire des spécifications, mais tu vois, quand j'avais des équipes en Allemagne, la hiérarchie locale était très importante,
Et moi, j'étais le patron de l'équipe Europe. Et donc, j'étais CIO Europe de Céphalon, ceux qui font l'espace fonds en France. Mhm. Et donc, je savais très bien que quand je disais quelque chose à mon collaborateur, je m'assurais que le patron du pays savait, je ne dis pas pour tout, mais quand c'est des éléments stratégiques, que nous étions alignés. Donc là, tu apprends à adapter. Et beaucoup la notion d'écrire après aussi. Parce qu'on pense que tout le monde parle anglais, parle ainsi de suite. Non, il y a des langues. On peut faire un meeting en anglais, mais l'allemand ne comprenait pas tout. L'italien ne comprenait pas tout. Mhm. Je parle peut-être avec un accent québécois, ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est ça. Donc, dans le management, ce que j'essaie de voir, c'est chaque endroit, j'essaie de prendre le plus qui m'a été donné, mais je pense que les fondations sont les mêmes, Ouais. et la communication. Enfin, t'as la culture aussi où, typiquement, en France, on peut dire oui, Ouais. mais ça veut pas dire oui. Ouais, ben, quand j'avais mes développeurs en Inde, alors que tout le monde me l'avait raconté, j'étais membre du COMEX de Jouve, je vais en Inde, je vais voir mes équipes, ils sont super surpris de voir un membre du COMEX qui se déplace. Puis moi, je suis atypique, j'ai des tatous, ils me voient avec des Mhm. tatous, ils disent, attends, c'est pas le membre du COMEX français qui sont habitués. Et là, tu leur demandes des questions. Et là, évidemment, ils te disent oui parce que tu es obligé, alors que tu vois que la tête, elle fait non. Mhm. Donc là, tu vois, c'est là que tu apprends. Et donc là, comment tu gères ça? Toi, là, moi, ça a été encore, tu vois, et c'est ce que j'adore, c'est que j'apprends. Ça, c'était il y a quelques années. J'apprends encore tous les jours. Donc là, en public, il ne faut pas le ridiculiser parce qu'ils doivent te respecter. Mais j'avais pris la personne après en aparté. J'ai dit, attends, moi, je pense que tu es mon expert sur le sujet, encore là. Donc, assez surpris qu'un N+5 lui dise qu'il est expert sur quelque chose. Mhm. J'ai besoin de ton expertise, dis-moi ce que tu en penses, donne-moi les éléments et après la décision, je la prendrai avec tous les éléments. Et ça, c'est... Mais après, on m'avait dit, attends, c'est une révolution, on ne nous a jamais parlé comme ça. Je pense que ça a commencé au Québec, que j'ai appris ce côté-là de respecter tout le monde. Mhm. Et derrière, mais dans chaque pays que je vais ou que j'ai managé, j'essaie de récupérer ces éléments-là. Mais ça revient quand même à la communication, respecter son collaborateur. Il faut de tout. Ça revient aux valeurs du rugby. Toute une équipe, tout seul, tu peux être bon, mais tu sens les collaborateurs à côté, au-dessus, en dessous. Il ne faut pas avancer la mêlée. D'accord. Les valeurs du rugby, on va y venir tout à l'heure. Tout à fait. Je sais que tu es un grand sportif, un grand fan de sport, du rugby notamment, mais on en parlera tout à l'heure. Tu as mentionné dans une interview, je suis désolé, je vais la lire parce que j'ai pas envie de me tromper quand je vais la réciter, c'est le DSI d'aujourd'hui n'est plus seulement une direction des systèmes d'information, mais une direction numérique tournée vers les nouveaux usages. Est-ce que tu peux développer Ouais. cette citation? J'irai plus loin, parce que si j'avais voulu être un peu taquin, quand que j'ai été mon premier poste de DSI, pour moi, le DSI, c'est même direction des systèmes d'infrastructure, presque. C'est ça que voyaient les gens. Et quand que tu vas en réunion, s'il y a un problème avec le barco, s'il y a un problème quelconque, c'est toi le DSI qui doit C'est répondre. le réseau, c'est... Exactement. Alors que là, moi, je viens d'une école de commerce. À chaque fois, je disais non, c'est pas moi. Et souvent, c'est rigolo. Tu avais un collègue du COMEX qui était meilleur que moi en informatique et qui résout. Et donc, cette infrastructure est devenue DSI. Et ce que j'ai vu à travers les années, mais le DSI, en plus, en France, n'était pas au COMEX. Mhm. Donc, pour moi, n'entendait pas toutes les discussions de la transformation de la boîte. Et donc, c'est pour ça que pour moi, quand j'ai fait cette annonce, j'étais au COMEX de Jouve, si je me rappelle bien, en 2018. Et donc, c'est de dire, ben, la DSI devient au cœur du réacteur. Quelles sont les fonctions dans une entreprise qui touchent à toutes les autres fonctions? On a peut-être la direction financière Oui, et pour moi, la direction informatique. tout à fait. La direction informatique est complètement transverse Et qui pour peut le être, business. et qui est aussi très importante parce qu'elle-même, moi, ce qui arrivait, j'arrivais à faire parler des directions qui ne se parlaient pas entre eux autres. Mhm. En disant, mais attends, toi, tu vas à la gauche et toi, tu vas à la droite, alors que la boîte veut qu'on aille peut-être au milieu. Donc, tu réussis à faire parler. Et c'est ça, pour moi, là, cette transformation. Le DSI, à un moment donné, était sous la direction financière parce qu'on voulait... c'est un nouveau métier, la DSI, c'est super jeune. Donc, on voulait les contrôler via le coût. Mais là, pour moi, le DSI, dans ses usages, doit être au cœur du réacteur, donc au cœur du comité exécutif, au cœur de la transformation de la boîte et pouvoir amener, coacher son COMEX, coacher les entités, coacher ses collaborateurs pour dire, OK, mais là, on va possiblement en parler, il y a de l'IA, qu'est-ce qu'on fait de l'IA? Il y a des questions d'environnement. En fait, le DSI doit prendre cette question-là, et ainsi de suite. Et c'est ça pour moi, et donc de devenir un partenaire des autres entités de la boîte. Okay. Et puis, alors qu'avant, c'était beaucoup, tu es mon fournisseur. Moi, quand je suis arrivé, c'était un centre de coûts. Et quand on avait fait la salle de marché du Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, la fusion, moi, j'avais dit au patron, j'ai dit non, je ne veux pas qu'on soit un centre de coûts. Pour moi, on est un centre de valeur ajoutée.
tout ce que tu mets dans notre équipe, qui était le helpdesk, le support de proximité en salle de marché, c'est qu'il faut que je te ramène de la Comment valeur. tu le valorises? Exactement. Donc, ça, c'était nouveau, c'est quand même des nouveaux conseils. Alors que là, on te disait, je te donne 10 000, il faut que tu me fasses comme que je fais peinturer le mur. Alors, c'est un changement de mentalité. Ça donne des exigences des deux côtés. Parce que du coup, tu mets quoi? Tu mets des KPI en place? Tu mets des KPI en place. Tu mets même, j'irais même plus loin, c'est que tu crées tes KPI avec ton métier. Ouais. Parce que souvent, il va te dire, voici mon cahier des charges. Pour répondre à leurs attentes, finalement. Exactement. Et voir même les challenger. Quand une personne arrive en disant, mais attends, moi, dans mon ancienne boîte, j'avais tel ERP, je vais avoir le même ERP. Tu dis, attends, arrête de me donner la solution. Quel est ton besoin? Aujourd'hui, on a peut-être telle solution qui n'est pas parfaite, mais elle répond à 80%. Peut-être qu'on va s'économiser 2 millions et 36 mois de projet pour répondre à ça. Et en parlant, oui, finalement, ton nouvel ERP va répondre à ce que l'on veut, je comprends le pourquoi, et on le porte ensemble. Et derrière, oui, on a des KPI, on a des KPI ou des indicateurs SMART, comme on dit. Le terme qu'on veut, mais en fin de compte, c'est une roadmap. Ouais. Comme toi, quand tu es à la maison, que tu fais appel à un ouvrier pour monter un mur, faire quelque chose, ben, tu parles, tu dis, OK, c'est bon. Après, il faut quand même contrôler, s'assurer qu'on délivre ce qui est attendu, et on communique. Et pas peur de dire, ben non, mais attends, j'avais pas compris ça. Moi, j'ai toujours, ça c'est ma force, je suis québécois, je suis un peu bête, j'ai pas compris, explique-moi, je veux comprendre, on veut comprendre. Et ça rejoint le sport. Et je sais que ça se voit pas, mais il fait quand même du sport de haut niveau. Mais quand que tu sais pourquoi tu fais l'action, ben le pack de la mêlée de rugby va aller mieux, l'enchaînement des gestes va être mieux. Mais quand on te dit fais ça parce qu'on te dit de faire ça, en général, toi et tes collaborateurs ne seront pas aussi performants que ce qui est attendu. C'est un avantage pour toi, le fait d'être québécois? Je pense que oui. Parce que tu dis, ouais, je comprends pas tout, je suis québécois. Ouais. T'en as joué? Ouais. Oui, j'en joue. T'en joues encore? Oui, j'en joue encore. Parce que, changeant de boulot ou de crèmerie tous les 3 ans, je suis encore souvent la saveur du moment. Cet accent que vous voyez, alors que quand je vais à Montréal, on me dit que j'ai un accent de Parisien. Donc, pour eux, je suis plus du tout québécois. Mais j'ai aucun... donc, je joue l'angle le québécois, c'est le petit cousin de la France. Ouais. Et c'est normal, on n'a pas la même histoire. Et j'ai aucun souci en utilisant ça en disant, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Et c'est là aussi, moi j'ai déjà vu des collègues qui ont des diplômes beaucoup plus intelligents que moi, mais sont incapables de dire, j'ai pas compris. Tu veux pas perdre la face. Tu veux pas perdre la face devant tes collègues, devant tes collaborateurs. Alors que moi, j'aime mieux dire, ben non, pardon, juste me le réexpliquer, parce que 1 plus 1 ne fait pas 2 dans mon cerveau. C'est peut-être que j'ai manqué. Prends le temps, et en général, la personne apprécie. Dire, OK, évidemment, si tu le demandes 8 fois, tu dis que tu n'as pas compris. Là, on est dans un autre truc. Et là, là, je vais souvent dire, oui, pardon, je suis québécois, donc je ne suis pas vite, je suis le petit cousin. Est-ce que tu ne peux pas me l'expliquer? Moi, j'aime bien avoir des schémas. Ouais. Je suis très visuel, donc les schémas, pour moi, c'est très important. Okay. Mais c'est marrant que le fait de te servir de cet angle, je suis québécois, j'ai pas bien compris, il y a la barrière de la langue, alors que tu parles parfaitement français finalement. A priori. Tu joues un peu quand même, c'est un peu être un peu un lascar. On a parlé du coup des transformations. Je sais que tu as été DSI. Tout à fait. De l'Imprimerie nationale de France, me semble-t-il. Comble pour un Français dirigé par un Québécois. Tu nous racontes un peu cette histoire, cette période? En fin de compte, je revenais d'Australie. Je revenais d'Australie. Et j'ai fait l'entretien, je me rappellerai toujours, le vendredi matin à l'Imprimerie nationale. J'avais déjà choisi un patron de la prod. Ils n'avaient pas de DSI. Le DSI, c'était le DAF, donc pour moi, ce n'est pas un DSI. Donc, je suis arrivé parce que quelqu'un a dit, vous devriez le rencontrer. Je fais 4 entretiens dans la journée. Après les 18 heures de vol, quand même. Je l'ai atterri le matin, je suis allé faire les entretiens. Ça ne m'étonne pas de toi, je ne sais pas pourquoi. Et à 18 heures, je vais prendre un pot avec les copains que je n'avais pas vus depuis que j'ai déménagé en Australie, 3 ans. Et je reçois l'appel en me disant, on veut que ce soit toi. Donc, pourquoi qu'ils m'ont voulu? À ce moment-là, je n'étais pas DSI, j'étais patron. J'ai été promu le premier DSI de l'histoire au grand désarroi de François Ier qui a créé cette belle boîte-là il y a 500 ans. Mais tout simplement, ce que voyait le patron, c'est que j'arrivais à casser les silos. Et ça revient à ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que j'allais parler au métier. J'ai fait un budget, c'est la première fois qu'ils avaient un budget, donc un truc de base, mais tu vois, pour eux, le DSI, c'est un centre de coûts. On revient à la même réflexion qu'en salle de marché, et j'allais casser les métiers, casser les silos les lignes, pour aller au métier, comprendre ce qu'ils voulaient,
Et derrière, surtout, mobiliser cette équipe qui se sentait au Qui fond de la subissait. cave, qui subissait exactement. Et donc, là, je rigole, ainsi de suite, mais si je ne suis pas d'accord avec le métier, je vais dire au métier, je ne suis pas d'accord, je vais défendre, on ne peut pas tout faire, on a un nombre de jours hommes, ainsi de suite. Mhm. Et ça a été, donc, c'était ça qui a été la force. À ce moment-là, on faisait à peu près 200 millions de chiffre d'affaires à l'Imprimerie nationale. Et Didier Truc, qui a quitté là, il y a quelques mois ce poste après 3 mandats, ben, aujourd'hui, il l'a amené à 1 milliard. Mais ça a été ce début de cette transformation. Et quand on parle de transfo digital, je donne souvent cet exemple, quand je suis arrivé à l'Imprimerie nationale, donc il imprimait à ce moment-là les CERFA, tout le document papier, on avait 8 grosses rotatives, c'est assez impressionnant. Et quand j'ai quitté, il en restait 2 et on avait des équipes de développeurs. Mais donc ça, c'est un beau pitch. Mais ce qui était super impressionnant, c'est qu'on avait des gens qui travaillaient sur les rotatives, qui connaissaient le métier depuis tout le temps. Et eux, il ne fallait pas les abandonner. Donc, évidemment, il y a de la casse quand tu fais de la transformation. Ouais, clairement. Mais moi, j'allais les voir en disant, mais attends, j'ai peut-être besoin de toi parce que tu vas expliquer aux petits développeurs qu'on est allé chercher à l'EPITA, c'est quoi ton métier? Pourquoi? Et ça a basculé d'une rotative à un développement d'une application que l'on a sur notre téléphone. Mais explique-y quel était le métier. Donc, peut-être qu'aucun rapport, mais tu as l'histoire qui va venir renforcer ce que le développeur va développer. Et là, la personne qui a 30 ans de boîte se sent pas Elle à se sent l'écart. valorisée plutôt que mise à Exactement. l'écart. Et ça, on va parler des étudiants, mais tu vois, c'est aussi à la personne qui est nouveau dans la boîte, il faut qu'il aille voir ses anciens. Est-ce que tu peux pas m'aider? Oui, il me disait non, mais il ne connaît pas le développeur, il ne connaît pas le Java, il ne connaît pas, je ne sais pas quel code qu'on avait. Je dis, c'est pas ça. Parle-lui. Il va te donner des choses et peut-être va tirer quelques éléments qui va te dire, ah, ben ça, je n'avais pas pensé à ça. En fait, je ne savais pas qu'il y avait ça, je ne savais pas ainsi de suite par rapport au métier. Ok. Et ça, c'était cette grosse transformation qui a été impressionnante. C'est la seule boîte, je crois, je suis resté 6 ans, je crois. D'habitude, c'est Et 3 par rapport ans. à tes 3 ans, c'est Exactement. le double. Mais il y a eu un deuxième, donc 1 an la première année, en général, c'est très dur. Tu passes dans la lessiveuse, tu essaies de comprendre. La deuxième année, tu appliques à fond tout ce que tu as vu, ton schéma directeur. Et la troisième année, tu stabilises. Puis après, tu es en mode, dans notre métier, comme on dit, run ou business as usual, BAU. Et eux, ils avaient un plan de rachat. Donc, ayant fait 8 fusions-acquisitions, c'était un de mes dadas. Donc, je m'étais dit, ça sera très intéressant de faire le rachat de la division identité de Thales. Donc là, on avait de la politique, on a de la technique, un carve-out. Je pense que tu connais très bien aussi. Mais donc, j'avais dit, OK, je rempile pour aider parce que c'est un projet très intéressant. Et après j'ai quitté pour rejoindre le COMEX de Jouve, qui était une imprimerie de 150 ans. Donc, c'était refaire ce qu'on avait fait de l'autre côté à 500 ans dans une imprimerie de 150. Super. Du coup, un rôle d'accompagnement au changement dans la transformation. Pour toi, si je résume bien les choses, c'est comment accompagner l'entreprise dans un nouveau modèle économique et que le DSI, finalement, il est à part entière membre du COMEX et il va donner aussi des inputs et n'est plus un centre de coût. C'est ta vision du DSI La d'aujourd'hui. vision, et j'irais même au-delà, parce qu'on a déjà parlé de ça. Pour moi, le DSI, vu qu'il est transverse, il a une opportunité énorme. Et donc, après, ça fait des longues journées, je suis d'accord. Mais le DSI a la chance aussi d'aller voir des collègues de son écosystème, de pas son écosystème aussi. Et donc, lui, pour moi, et parce qu'on voit que l'informatique, quand même, ça évolue à une vitesse très forte. Ouais. Le métier de finance, en dehors des outils, la compta, c'est la compta. Contrôleur de gestion, c'est le contrôleur de gestion. La paye que j'ai connue, c'est la paye. Et donc, pour moi, le DSI, dans cette transformation, doit, lui et ses équipes, la force, il a aussi ses équipes, doit aller voir qu'est-ce qui se passe, voir les tendances, essayer de dire, mais est-ce que ça va m'aider moi? Et où est-ce que ça va aider aussi mon métier? Et là, quand tu vas voir ton métier et tu dis, attends, j'ai été voir un truc, et je pense que ça pourrait nous aider. Repense, parce que c'était quand même un peu de bouteille, mais quand que Salesforce est arrivé, au lieu de se bloquer, se dire, mais attends, ça va répondre aux besoins de mon métier. Faisons-le ensemble, au lieu que ça soit en mode shadow IT. Parce qu'au début, il y a beaucoup de shadow IT. Les gens, puis là, tu découvrais, puis là, tu subissais, et tu étais plus ce que j'appelle en damage control, ce qui prend du temps, qui est frustrant. C'est le pire moment de ça. Alors le mode pompier. Ouais, alors que quand tu vas voir le métier, tu dis, mais attends, moi, j'ai vu quelque chose. Je suis en pharma, puis je suis allé en banque, et j'ai vu qu'ils avaient tel
tel outil ou telle façon. C'est pas que des outils, c'est des process, même des humains. Il y a ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Là, ton client, en théorie, mais il ne devient plus ton client, il devient ton partenaire en disant, mais attends, on va y aller, et non seulement on va y aller, on va aller le porter au COMEX, on va le porter à deux, ce message, et ça sera une partie de la transformation. C'est facile à dire dans ça, mais c'est pas aussi simple. Toi, l'imprimerie nationale, on était en produit quand je suis arrivé, on produisait des passeports, des titres de séjour pour la France, l'Afrique, le Pérou, ainsi de suite. Et quand on a fait la vignette critère, qui est un des gros changements, on est basculé de produit à service. Les gens ils m'ont dit, de quoi tu veux dire? On va imprimer une vignette. J'ai dit, mais non, cette vignette-là, quand on la mettra sur le pare-brise, on peut aussi la mettre, cette même vignette sur le téléphone. Et quand tu vas aller louer une voiture, tu pourras dire, moi, j'ai une voiture qui est vignette écologique ou pas écologique, et ce loueur-là pourra te donner peut-être une ristourne, un discount, à cause de ta vignette. Et là, cette vignette-là, qui est un produit qui coûtait 5 €, 40 millions de voitures, 200 millions de revenus pour l'imprimerie nationale, quand cette vignette-là, tu peux rajouter des services à côté. Et là, tu as encore plus de revenus. Et en plus, pour le citoyen, mais cette vignette n'est pas juste un sticker sur son pare-brise. Ça lui permet d'avoir d'autres choses dans les parkings, dans les c'est dommage que l'État ne l'ait pas vendu comme ça. Hein. On en a discuté fortement, mais c'était ça. Mais tu vois, cette opération de produit à service, qui beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est un changement de mentalité. Bien sûr. On change les gens là, on est vraiment dans la gestion du changement. Donc, on sort les gens de leur zone de confort. Exactement. Et donc là, ils vont te donner toutes les raisons pour ne pas faire. Et là, il faut que tu essaies d'arriver. Et quand je dis dessus, c'est pas Sébastien le Québécois, c'est toute une équipe, c'est toute une direction aussi qui doit suivre. Mais quand ça s'opère, c'est là que ça devient hyper impressionnant, parce que là, tu vois la machine qui s'opère, qui se transforme en transformation. Et souvent, moi, ce que je me rappelle dans l'imprimerie nationale, on m'avait dit ça, et voir chez Jouve aussi, tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas la transformation. Et c'est les gens de l'extérieur qui disent, mais non, mais tu ne te rends pas compte, vous et vos équipes, vous êtes en train de faire. L'IT aide à accélérer cette transformation, c'est super, et donc c'est pour ça que c'est valorisant. Donc, c'est pas un métier de coût, un métier que j'ouvre des tickets et je vais changer l'imprimante qui ne fonctionne pas. Non, c'est un métier de transformation. Ok. Donc, beaucoup de discussions finalement avec d'autres directions. Mais je sais que tu aimes bien aussi discuter avec tes pairs. Oui. Tu as créé, du coup, quand je t'ai introduit, je t'ai dit que tu étais fondateur du 15 DSI, pardon. Tu peux m'expliquer en 2 mots ce qu'est le 15 DSI? On a parlé des valeurs du rugby, parler être entre pairs au sein d'une même association, parce que c'est une association. Tout à fait. Tu peux nous en dire 2 mots 2 ou 3 mots. 2 ou 3 ou 4. Parce que ça occupe bien. Donc, je pense que c'est une bonne occupation, c'est une très belle association. Ouais, donc, on a créé ça en 2019, 6 mois avant la Coupe du Monde. Et je me rappelle encore, c'est le forum cybersécurité, le FIC qu'on appelle. J'étais au FIC et je parlais avec le DSI de la Française des Jeux. Et on a dit, on parlait beaucoup de notre transformation. Donc, on parle de pairs, donc moi j'essaie de parler avec les pairs. Donc, Française des Jeux, l'imprimerie, c'est pas vraiment la même industrie, mais on avait quand même le côté étatique. On avait beaucoup de choses. Très étatique quand même. Ouais, lui, très paquebot, nous, plus petits. Et donc, j'ai dit, on va échanger là-bas. Impossible d'échanger parce que lui, il avait des budgets de malade, tous les fournisseurs voulaient le voir. Et moi, la transformation de l'identité des Français, beaucoup de gens voulaient me voir. Donc, finalement, en 3e mi-temps, digne du rugby, on s'assoit autour d'une bière et je dis, écoute, ce qu'on préfère, ce que j'avais fait en Australie, on va se créer un petit groupe assez restreint, comme ça on pourra parler comme dans un vestiaire, entre nous. De façon ouverte, on pourra poser des questions. T'en es où? Pas parce que tu es DSI que tu n'as pas les mêmes problèmes. Tout le monde, moi je dis souvent, tout le monde fait pipi caca. Hein. Donc, tu as un problème, mais donc, dans un vestiaire, des fois, quand j'ai fait du sport, tu peux dire des choses. Donc, on a créé ça et j'avais dit, on va aussi mettre les partenaires, parce qu'on avait besoin de financement, mais 2 aussi, ils font partie de l'écosystème. Le partenaire, que ce soit les gros qu'on connaît, les GAFAM, ils sont dans notre écosystème. Ils connaissent les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Vous parlez d'entre pairs, mais eux parlent aussi avec d'autres pairs. Et au lieu de séparer, parlons ensemble, essayons de trouver. Et la 3e, je savais que je quittais l'imprimerie, j'allais chez Jouve, et chez Jouve, je devais recruter une 50aine de développeurs. Jouve inconnu au bataillon. Il y en a qui connaissent le cabinet d'avocats, mais ne connaissaient pas Jouve de la Mayenne qui fait du business process au niveau des entreprises. Et donc, j'ai dit, on va rajouter des étudiants. Soyons très clairs, je voulais pouvoir embaucher des gens que je leur dirais, vous irez à Mayenne, à Rennes, mais aussi pour redonner.
Parce que là, je commençais, donc c'est dans 2019, donc j'avais 44 ans, ton âge, c'est jeune comme toi, et joyeux anniversaire en Merci. passant. Et donc, c'est de dire, il faut redonner. Il faut redonner pas comme j'ai vu quand je suis arrivé en 98 à la Société Générale, où ce que le jeune, tu lui fais faire des photocopies. Donc, c'est lui redonner de mon expérience. Voici les tendances, voici ce que j'ai vécu, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'était de faire cet écosystème où on peut échanger. Pas que des grosses entreprises du 440, je voulais grosses, petits, publics, tout. Mais autour des valeurs du rugby. Donc, c'est l'entraide, le partage. Ces valeurs-là qui sont assez rigolo, qui sont les mêmes pour moi que les valeurs d'un vestiaire de hockey sur glace, qui était toute ma jeunesse. Et c'était ça qu'on a voulu lancer. On a lancé ça en mode associatif, très rigolo. C'est parti. Et là, en 2025, on n'est plus que 23 membres. On nous a demandé de monter à 3 équipes, parce que 23, c'est une équipe de rugby. Donc, c'est 69 membres. Et on a 23 partenaires. Et on a des listes d'attente pour venir, parce que les gens voient vraiment cette notion d'écosystème qui échange entre eux. Il n'y a pas d'étiquette, toi, tu es Fabien de telle entreprise, Sébastien de Pure Storage. Non, on échange entre nous. Mais des fois, quand tu as un problème, tu dis, ou un problème, une question, ou même une victoire, parce qu'il faut aussi Il faut aussi célébrer les victoires. Exactement. Et donc, là, tu dis à ton père, tiens, regarde, j'ai eu ça, c'est superbe. Ou tu vois, moi, je suis chez le côté éditeur. Et moi, Pure Storage, je dis, Fabien, va demander à tel client. Il est un de mes clients. Va demander à l'imprimerie nationale. On était un client il y a 10 ans. Ils sont toujours clients. Va demander si l'imprimerie nationale qui sont le directeur, il est au 15 décis, il va dire oui, il va te dire oui, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et c'est ça la force. C'est vraiment la force. C'est une inspiration aussi, parce que tu peux mettre en place un projet finalement que ton collègue auquel un de tes collègues du 15 n'aura pas pensé. Tout à fait. Et qui peut répondre à un de ses besoins. Tout à fait. Et ce qui est... Moi, je reviens, c'est cette notion, je vois vraiment mon vestiaire. Et dans le vestiaire, tu peux tout te dire. Et dire, oui, attends, mon projet SAP n'a pas fonctionné, je n'ai pas compris, alors je t'ai bien accompagné, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ou je suis au début de mon projet, qu'est-ce que tu penses? Ah, parle à Paul. Paul, il l'a fait. Il va te donner, évidemment, ce n'est pas une recette miracle, mais il va peut-être te donner des infos que tu n'avais pas pensé. Exactement. Ou il va dire, va voir tel partenaire, ce partenaire-là, c'est grâce à lui que j'ai les faits, ou ainsi de suite. Et on a une vie de maboule, je trouve, dans l'informatique. Je te disais, quand j'étais chez Jouve, moi, c'était 300 emails par jour, 33 heures de réunion par semaine, et j'allais à aucune réunion qu'un de mes direct reports était. J'avais 300 personnes sur moi. Si un direct report était là et qu'il n'y avait pas de besoin de moi, j'y allais pas. Donc, tu vois, la journée commençait à pas d'heure et finissait à pas d'heure. Donc, si en 5 minutes, lors d'un événement, d'une finale du top 14, et tu peux poser une question à ton collègue et dire, ouais, Seb, va voir ça. OK, Seb va dire à son collaborateur ou lui va y aller. Et ça fait et quand quelqu'un te le recommande, ça va plus vite. Ça va plus vite. C'est plus, tu te sens plus serein. Oui, exactement. On est d'accord. Un autre volet, du coup, je pense, c'est, on a parlé échange. Au terme de tips, etc., mais il y a aussi des think tanks. Oui. Ou une porte ouverte sur les évolutions de demain, peut-être. Oui. Donc, les think tanks, c'est vrai, donc c'est le 4e pilier de l'association. Et ce qui a été rigolo, c'est qu'il y a eu débat sur le think tank. Donc, les partenaires voulaient faire des think tanks techniques. Et donc, Pure Storage, je viendrai présenter ma solution de stockage as a service. Et ça, j'ai dit non. On ne fera pas. On ne fera pas de think tank technique. Il y en a là sur la place de Paris tous les jours et tu peux voir les partenaires quand tu veux. Et surtout, ce que je dis souvent, tu bouffes ça toute la journée. Donc, quand tu arrives le soir à 19h, 20h, 21h, tu n'en veux pas. Tu n'as pas envie de technique. Donc, on a fait plutôt des think tanks un peu différents. Et donc, on a fait venir, mais toujours liés avec quand même notre quotidien. Donc, on avait fait venir David Gruson, qui est une personne qui est reconnue sur l'IA dans la santé. On avait fait venir, je te disais, Frédéric Perucci, qui a été enfermé dans le cadre du rachat de Alstom par General Electric. Donc, lui, il l'a orienté autour du Patriot Act. Et donc, il a appris quand il était en prison que pendant les 5 dernières années, tous ses mails avaient été lus par General Electric. Il connaissait ça. On a fait venir David Colomb sur la propagande. Donc, on fait venir... Et donc, l'idée, c'est vraiment le mode think tank. Le dernier qu'on a fait, que j'ai adoré, c'était avec 2 jeunes femmes du CNRS sur les câbles sous-marins et l'impact géopolitique. Donc là, tu dis... En ce moment, en plus, ça parle bien. Ça parle bien, puis en plus, ce qui est impressionnant, c'est que quand elle le présentait, c'est très pédagogue. Et là, tu te rends compte que ce que l'on voit dans les journaux, c'est que le bout de l'iceberg.
On voit la puissance de ça. Maintenant, c'est les GAFAM qui contrôlent, alors qu'avant, c'était les sociétés de télécom. Télécom, ouais. Donc là, non, mais quand tu vois ça, tu dis, ah oui, là, je comprends certaines choses, je vois certaines choses. Et l'idée, c'est ça. C'est de se faire, c'est pas juste de prendre un canapé et une coupette de champagne. C'est de penser, de dire, ah oui, ça m'impressionne. On avait eu Lex Paulson. Lex Paulson, c'est l'homme, avocat d'Harvard, l'homme derrière la campagne de Barack Obama et qui a fait la première école d'intelligence collective à Casablanca. Et moi, il m'avait aidé sur mon schéma directeur. Il était venu faire en mode intelligence collective de toute la boîte. Il posait des questions. Et après, quand tout se termine, tu dis, ah oui, j'avais pas pensé à ça, et ainsi de suite. Et ça, c'est les think tanks qu'on trouve intéressants. C'est super intéressant. Alors, le contexte géopolitique, déjà, moi, j'y ai assisté personnellement, donc je sais qu'il était très intéressant. Et quand tu me parles, je sais que tu m'avais parlé du quantique aussi. Ouais. Il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants et motivants. Et je veux juste rebondir sur le quantique. Mais celle-là, c'est peut-être le plus technique, on pourrait dire. Donc, là, on a une personne dans notre association qui est reconnue. Donc, il a été très pédagogue. J'avais l'impression de revenir sur le banc d'école. Et après, là, il l'a ramené sur ce qu'ils font dans leur entreprise. C'est dans l'assurance. Donc, c'est sur la partie actuariat de l'assurance. Mais ce qui était fou, et moi, je l'ai dit, c'est que tu avais quand même une partie ce que j'appelle les CXO de la place de Paris, du 440, des gens quand même assez importants. Et on était de même... On n'a aucune idée. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas eu affaire au quantique, dire je ne connais pas parce que je suis DSI d'une grande banque que je connais, non. Et là, les gens ont appris. Les étudiants qui étaient là ont dit ah, c'est trop drôle parce qu'on a eu le cours ce matin, on pouvait relater. Mais ce que je veux dire, c'est ça le 15 DSI pour moi et c'est aussi ma façon de faire. Il n'y a pas d'honte de dire pas parce que tu es DSI que tu dis je connais tous les sujets. Tu ne peux pas connaître tous les sujets, ça va trop vite. Et ce quantique-là avait fait que tout le monde, je te dirais, 80% de la salle avait aucune idée. Et à la fin, on a dit merci à notre collègue qui nous a fait cette présentation, parce que là, ça nous a ouvert un peu. Est-ce qu'on va l'appliquer dans les schémas directeurs? Peut-être dans les assurances, mais dans d'autres domaines moins. Mais c'était ça qui était intéressant. D'accord. Tu parles des écoles. Oui. Donc, le 15 DSI accompagne les écoles. De quelle manière? Donc, on leur donne du sous. D'accord. On leur donne des sous, donc on paye leur maillot, on paye leur participation. Par exemple, ce samedi, il y aura à Beauvais le tournoi des écoles d'ingénieurs. Okay. C'est grâce à nous que les écoles vont là. On paye pour les écoles féminines et masculines. On a une parité entre les deux. C'est super important pour nous. Toujours dans le rugby, du coup? Toujours dans le rugby. Okay. Donc, il faut que les écoles aient une Donc, équipe. avec les BDE, vous travaillez avec les Exactement. BDE, etc. Okay. Donc, ça, on leur donne. Et donc, on a fait une évolution dans le temps. Au début, c'était que des écoles d'ingénieurs. Donc, on a l'EFRE, le CE, l'IPSA dans la partie aéronautique. Et là, on a eu Dauphine, école de commerce, qui a demandé à nous rejoindre. Et on ne s'est pas bloqué ingénieur parce qu'on est DSI. On a dit non, on va aller Dauphine parce que je continue à dire l'informatique toute seule, ça ne sert à rien. La sécurité toute seule, ça ne sert à rien. La DAF, ça ne sert à rien. Donc, on a rajouté. Donc, ils ont présenté leur projet. Ils étaient enthousiastes, ça fait plaisir. Donc, ça, on les accompagne. Et le deuxième, on leur demande aussi de venir à nos événements. Donc, le premier événement qu'on a fait en 2019, on est allé au Japon pour la Coupe du Monde. On était 25, dont 3 étudiants. Donc, tu imagines tes étudiants à ce moment-là. Tu côtoies le DSI de l'Imprimerie nationale, le DSI de la CNAM, le DSI de la Française des Jeux, qui sont comme ton papa, comme ton oncle, mais tu peux leur poser des questions. Ah, je vais faire ça dans la vie. Et c'était assez incroyable. Donc, à chaque événement, donc même jusqu'au Japon, tu vois, on a payé pour qu'ils viennent. Et donc, quand on a fait les câbles sous-marins, il y avait des étudiants. Et donc, là, ce que je leur dis tout le temps, c'est qu'ils viennent, mais ils restent entre eux. Je dis non, restez pas entre vous. Profitez que vous avez Fabien qui est là, profitez que vous avez Bertrand, posez-leur des questions, trouvez vos stages. Parce que les stages, je trouve ça incroyable. Tout le monde n'arrive pas à trouver les stages. C'est super compliqué. Moi, je vois j'ai tellement de réseaux qui me demandent hey, « t'as pas un stage ?» etc. C'est super compliqué. Donc, effectivement, je pense que c'est une puissance d'avoir ça à travers le 15, qu'ils puissent poser leur demande de stage. Pour moi, dans les axes du réseau. Non, mais dans l'axe d'amélioration, avec Hélène Dieppe qui est intervenue ici, on va lancer cette notion pour qu'on puisse faire une genre de passerelle, comme une plateforme à la mode qu'on connaît dans notre métier, comme Malte, on pourrait dire, où ce que les étudiants pourront dire, mais moi, j'ai besoin de ça, j'ai ça que j'ai besoin comme stage. Et nous, moi, ce qui est assez rigolo, quand j'étais chez Jouve, je cherchais des stages et des alternants en permanence. On n'arrivait pas à trouver. Donc là, tu te dis, attends, il y a un problème. À gauche, ils ont un souci de trouver. Et à droite, ils n'arrivent pas à trouver. Donc, on va voir, c'est un projet, on va voir si
on va y arriver, mais avec Hélène, on en a parlé, on a dit ça, on voudrait le faire. Avec sa société Terracoda, elle va nous aider à développer et on va faire cette plateforme d'intermédiaire, on pourrait dire, mais c'est pas si compliqué. J'ai tant de stages, Mhm. j'ai tant. On avait essayé de le faire juste avant le COVID, mais le COVID est arrivé. On voulait faire un tour de nos écoles en mode speed dating Ouais. et on aurait dit, mais moi, on avait recueilli tous les besoins qu'on avait chez nous, les DSI, Mhm. puis on serait allé, on va dire, à l'ECE ou les frais. On aurait dit, ben moi, j'ai besoin d'un stage d'une personne développeur à Rennes. Et là, les gens auraient pu dire, ah ben moi, ça m'intéresse. Ouais, ainsi je de suite. postule. Ouais. D'accord, super. Tu as parlé d'Hélène? Oui. C'est parfait, tu fais mes transitions, c'est Ouais. génial. Merci Sébastien, je vais partir en fait. Ouais. Hélène, elle est ambassadrice Women for Tech au 15 DSI. Je sais que la place de la femme il a aussi une importance pour toi. Pourquoi ça a une importance pour toi? Et quel combat, si combat il y a, tu penses mener? La femme a une importance, mais comme tout le monde. Donc là, moi, je ne sais pas si tu as entendu, parce que je crois qu'elle a fait le tour des plateaux ce matin, la ministre. Donc, on est aujourd'hui. Et donc, le nombre de femmes qu'on a dans l'informatique est très faible. Donc, on se coupe de tout ce potentiel. Mhm. Tout à l'heure, j'ai dit, il manque 50 000 personnes dans notre filière. Donc, c'est fou qu'on se coupe de ça. Donc c'est pas... Et moi, j'ai 2 filles qui sont assez âgées, 19, 21 ans. Et je me dis, ben, j'aimerais leur donner la possibilité de faire ce qu'ils veulent, que ce soit dans l'informatique ou pas dans l'informatique. Et donc, pour moi, c'est un des combats. Il y a 20 ans, un peu moins, mais là, en vieillissant, c'est un des combats que je me dis, il faut qu'on arrive à faire le nécessaire pour que les femmes puissent décider s'ils veulent venir dans notre filière ou pas. Donc, oui, la ministre a parlé du plan filles et maths qu'ils vont mettre en place avec les notions de Women for Tech, aller voir les étudiants, leur expliquer. Mais j'irais même plus loin. Je pense que c'est même chez nous, on peut dire. Moi, mes 2 filles, quand elles étaient plus jeunes, ils ont fait leur stage. Chez Jou, j'avais une agence média. Donc là, c'est pas le développeur qu'elle me disait. Et donc, elle est venue. Ma fille elle avait des super notes en maths, parfait le profil. Puis elle a dit non, je ne vais pas y aller. Elle avait une image négative de l'informaticien, celui à la capuche, boutonneux, Mhm. qui ne parle pas. Et donc, je me suis dit, mais attends, et pour moi, d'un point de vue vraiment, là, ce n'est pas le papa qui parle, je parle le manager, je voyais ses skills, je m'étais dit, elle pourrait s'éclater. Ouais, après s'éclater, après voyager, après plusieurs choses répondaient à son cahier des charges en allant là. Mais à cause de là, je pense que c'est la société, c'est ça aussi que présentait la ministre, c'est d'arriver que des professeurs, même de la maternelle, on change les On habitudes, change le mindset. le mindset, et après, on espère que ça va... Et je pense que ça va grossir, parce que quand j'avais des équipes de développement en Inde, je crois que j'avais 30% de filles dans mes équipes en Inde. Donc, c'est pas normal. Ils sont humains C'est comme que nous. le mindset est différent et la culture est différente là-bas, qui fait que la femme va retrouver un poste dans l'informatique, alors qu'ici, on se dit plutôt c'est réservé aux gars. Tout à fait. Okay. Et peut-être que, ayant 2 filles, c'est peut-être ça qui fait que dans les dernières années, j'ai fait cette promotion et je vais continuer à le faire avec Hélène. Et oui, je trouve on manque de ressources. Donc, je trouve ça fou on n'utilise pas 50% de ces ressources qui sont... Et en plus, ce qui est intéressant, moi, je trouve, quand j'ai managé, ce que j'adorais, c'est avoir des cultures différentes. Mhm. Des femmes, des hommes différentes. Ça faisait si tu as tout le monde qui est Sébastien Drouin, ça va être pas bon, ça sera pas rigolo, puis on n'avancera pas comme on doit avancer. On parlera tous québécois. Non, là, je pourrais pas faire mon truc de Lascar, comme tu dis. Merci Sébastien pour ces réponses. On va passer à un instant un peu plus convivial, plus détente. Je vais te poser des petites questions. Pas besoin de répondre très longuement. Juste pour en connaître un peu plus sur toi d'un point de vue personnel, en fait. Ok. Une anecdote décalée lors de ton parcours professionnel. En fin de compte, tu m'avais donné cette question-là. Je t'ai répondu. Je vais t'en faire un autre. Et après, je peux te redonner ce que j'avais eu. Qui était réellement décalé. Je suis d'accord. Et je pense que on la dira. Et je vais te donner la première. La première, c'était pas dans mon parcours professionnel. Mais quand j'avais 19 ans, je jouais au hockey, je faisais plusieurs sports. Et je voulais aussi devenir joueur de baseball. Mm-hmm. Baseball au Canada, c'est beaucoup moins populaire qu'aux États-Unis. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé une lettre à toutes les équipes de baseball aux États-Unis. J'ai dit, moi, je vais aller à votre camp d'entraînement.
Et donc, en 93, je reçois 2 lettres. Équipe Canada qui me dit « Tu es bienvenu au camp d'entraînement telle date ». Et les Colorado Rockies, qui était une nouvelle franchise qui rentrait, qui me dit « On t'attend à Phoenix pour le camp d'entraînement ». Donc ça, c'est un petit message, des fois aux étudiants ou des gens, ne vous fermez pas la porte. Essayez. Au pire, on dira non. Et là, j'ai eu ça, je ne suis pas allé. Je sais qu'il était bien parce qu'à Phoenix, il y a eu un ouragan. Les camps d'entraînement ont été annulés. Et de deux, je n'étais pas assez bon. Je savais que je n'étais pas. Mais j'ai eu l'audace d'essayer, d'envoyer. Et là, ce jour, j'ai toujours ces 2 lettres d'imprimer sur mon mur en me disant que j'étais invité à un camp d'entraînement. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai un mindset, c'est no means next opportunities. Donc, je peux le réutiliser? Ah, avec plaisir. Allez, donc, moi. une anecdote professionnelle. L'anecdote professionnelle qui date, quelques-uns la connaissent. Je reviens d'Australie. En Australie, je m'étais beaucoup impliqué dans la cause de Movember, qui est écrit en Australie. Mm-hmm. Et donc, Movember, c'est au début de novembre, tout rase complètement, ce qui sera normalement le cas en 1er novembre si madame me laisse le faire encore parce qu'elle n'aime pas ce que je fais sur le look. Et je me fais pousser la moustache de trucker. Mm-hmm. Et donc là, on est vraiment le dernier jour du mois de novembre. Je suis en COMEX de l'Imprimerie nationale à la droite du président. Il ne comprend pas tout ce que je dis avec l'accent, évidemment. Un peu la saveur de la transformation. Mm-hmm. Et là, comme toute réunion, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Et là, je dis, mais attends, on perd du temps. On a 15, 10, 12 personnes autour de la table, quand même, et on devrait faire mieux. Et là, je me retourne vers mon collègue et je la regarde. Je dis, quand tu me regardes, est-ce que tu ne penses pas à quelqu'un? Et là, il a pensé à un acteur de film porno des années 70. Et là, il m'a dit, mais là, il a tout le comex à regarder. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a dédramatisé le meeting qui partait dans le mauvais sens. Mm-hmm. Et après, le président, il m'a mis la main, il a dit, merci, passons au sujet suivant. Ce que je veux dire par ça, c'est des fois où il faut tout patron et ton papa et ton frère, comme je disais, fait pipi, caca, ainsi de suite. Et donc, des fois, je trouve qu'on a ce piédestal, plus en France, Mm-hmm. cette notion, toi, t'es col bleu, toi, t'es col blanc et toi, t'es col bleu, toi, t'es patron. Non. Je pense que tout le monde peut ramener sa pierre à l'édifice. Évidemment, ce n'est pas très brillant ce que j'ai dit. Donc, j'ai joué de l'accent québécois, évidemment. Mais c'est pour dire, dédramatisons, refocusons-nous sur ce que l'on doit faire et mettons les plans d'action. Ok, super. Un livre ou un mentor dans ta vie? Dans le livre, je te dirais No Rules Rules. Donc, ça va être ton nom, du patron de Netflix, Hastings, qui est écrit avec la professeure de l'INSAD, Madame Myers, de mémoire. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, moi, je me retrouve 300% dans ce livre, okay, dans les règles du management. Et donc, dans ces règles, évidemment, ça ne s'applique peut-être pas à tout, mais en tout cas, moi, dans mon management, à moi, oui. Donc, tu vois, dans une de ces règles, il dit vacances illimitées. Et moi, j'y crois. Moi, je dis souvent à mes équipes, si tu veux aller au pub, jouer au golf, ainsi de suite, tu es attendu, tu sais ce que tu dois faire dans la semaine, dans le mois, dans le trimestre, tu fais comme tu veux. Et je suis à ta dispo, et oui, on fera des points de passage. Et donc, lui, vacances illimitées. Donc, quand tu es dans un projet, et je pense que tu l'as vécu, tu travailles 12 heures, 15 heures, 18 heures par jour, à fond. Puis quand tu es dans une période un peu plus calme, ben, va peut-être t'occuper de tes enfants, occupe-toi de ton conjoint ou ta conjointe, occupe-toi de toi personnel. C'est cyclique. Hein. C'est cyclique. Et donc, et je pense que, moi, j'ai fait des stats à titre... l'entreprise serait gagnante, d'un point de vue performance, et je pense que les gens prendraient même moins de vacances, peut-être, ça serait le risque. Moins de vacances que ce qui est prévu. Donc, ils avaient ça. Il y a une autre idée, ils disaient plus de notes de frais. Si tu as besoin de payer 10 000 € pour un repas parce que tu penses que toi, chez Pure Storage, ça va te faire gagner le deal, si tu penses que c'est ça, ben vas-y. Gère-toi comme si c'est ton entreprise. D'accord. Et ça, c'est aussi dans mon management, ce que je faisais moi avec mes collaborateurs. On se gère comme si c'est notre entreprise. Je vous donne les règles, je vous communique. Si ce n'est pas clair, vous revenez. Et après, on fait les points de passage. Et ça, dans ce livre, j'avais fait une fiche de lecture parce que le 15 DSI, ce n'est pas que de la sortie, oui. ainsi de suite. Tous les samedis, on essaie de publier une fiche de lecture qui peut être un roman ou qui peut être un livre comme ça où ce que M. Hastings donne, c'est comment il a réussi à faire grossir Netflix dans ce monde qui évolue très vite. Nice, super. Une musique? Une musique, là, j'adore la musique. C'est vraiment... Donc, j'ai préféré de te présenter un groupe, parce que c'est d'actualité. Un groupe, évidemment, québécois, parce que je suis fier de... Fier de tes racines et de tes origines. Je dirais de mon pays, mais ça, c'est pas sur le passeport, mais c'est mon pays,
québécois, mais pas canadiens. Le groupe s'appelle Cowboy Fringant. Cowboy Fringant, qui ont été créés en 2003. C'est un groupe, quand tu écoutes, ils parlent de l'environnement, ils parlent des États-Unis, ils parlent de la transformation, ils parlent de l'économie, ils parlent de la séparation du Québec. Et donc, tous ces sujets-là, 25 ans plus tard, sont toujours d'actualité. Cowboy Fringant, ils ont fait Bercy, ils ont fait l'Olympia plusieurs fois, ils ont rempli le Forum à Montréal de 25 000 personnes. Donc, c'est un groupe mythique. Et pourquoi que je choisis ce groupe? C'est que leur chanteur est mort il y a 2 ans. Carl Tremblay, il est mort d'un cancer. D'accord. Et donc, c'est un sujet qui me touche. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai perdu ma sœur il y a quelques années à 49 ans. Cette semaine, j'ai reposté sur un de mes amis que son fils a 15 ans qui a un cancer. Mon meilleur pote est mort il y a quelques semaines aussi à 50 ans. Donc, je pense qu'on a beaucoup. Et donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Et je pense, comme tout, il faut en parler. Pas honte d'en parler. Ça fait comme on parle de nos échecs, de nos victoires, il faut en parler. Et donc, ce Carl Tremblay a marqué le Québec. Et quand il est mort, le Québec a même voulu faire un deuil national, à la mode, un peu comme Johnny Hallyday. Donc, et ce qui est assez impressionnant, pourquoi j'ai voulu choisir, c'est que quand je réécoute ces albums, mais c'est totalement d'actualité. Tout ce qu'il chantait il y a 25 ans, lui et son groupe, c'est d'actualité, comme je te dis, avec l'environnement, avec ce qui se passe avec les États-Unis. Et il faut se poser des questions, vraiment. Est-ce qu'on doit changer notre façon de faire pour les 50 prochaines années, 100 prochaines années, pour que nos enfants vivent sur une meilleure planète aussi? Ok. Je t'ai pas fait pleurer, hein? Non, je n'ai pas pleuré, mais c'est assez émouvant quand même. Écoute, merci Sébastien pour cet échange. C'était très riche. Encore une fois, moi, j'adore ton parcours. Je trouve ça très inspirant. De 16 ans à aujourd'hui, ton parcours est rempli. Et je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes et beaucoup de nos auditeurs. Du coup, est-ce que tu as un dernier conseil à leur porter aux gens qui veulent venir dans l'IT? Pourquoi pas suivre tes traces ou te dépasser? Oh, mais me dépasser, ça sera facile, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que l'IT, c'est la force, c'est qu'il y a tellement de métiers. Il y a tellement de métiers, comme je dis, en plus, qui touchent à tous les autres métiers. Et donc, soyez curieux. Soyez curieux. On a la chance maintenant avec Internet, on peut se former, on peut voir, on peut trouver des informations. Si on est à Paris, il y a des événements matin, midi et soir. Donc, soyez curieux, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oui, moi, je me rappelle même encore, quand j'avais une jeune graduée d'HEC Montréal il y a quelques temps, elle m'a dit, mais l'IT, c'est du chinois, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est ça qui va faire qu'on va évoluer, on a des nouveaux usages, ainsi de suite. Donc, pour les gens de l'IT, je dirais, les jeunes et les moins jeunes aussi, ça peut être une reconversion en fin de carrière, n'ayez pas peur. Allez-y, posez des questions. Et vu qu'il nous manque 50 000 personnes, je suis sûr que nous, on va ouvrir les portes, on va aider et on va partager comme veut le faire un peu le 15 DSI. Super. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci à toi, Fabien. Eh bien voilà, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et n'oublie pas de liker. Salut!